Bienvenue à tous et à toutes, du coup, à cet événement organisé du coup par le CNANO. Donc le CNANO, c'est moi, c'est nous, c'est le Centre national de compétences en nanosciences. Et donc bienvenue à cet événement, donc les Nano Pitch pour la première partie de soirée, qui a été organisé avec nos collègues de lycée 2MP et de P', un labo local. Donc merci à tous et à toutes. Du coup, je vais faire un truc qu'on a déconseillé vraiment aux pitchers ce soir. Je vais parler via mes notes, parce que je n'ai pas eu le temps de les apprendre par cœur, mais vraiment, ça vient du cœur, hein, vraiment. Donc, tout d'abord, merci à nos collègues scientifiques d'être venus ce soir, parce que vous savez l'importance de ce genre d'événement qui rappelle que la science, elle est aussi hors des labos. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Pictavien et Pictavienne, parce qu'on a un groupe de musique ce soir qui nous vient de Poitiers. Et j'allais dire Poitevin et Poitevine. Il m'a regardé avec mépris en me disant « c'est bien une Parisienne ». Donc normalement, je vous appelle par le bon gentilé. Donc, dans un premier temps, ce soir-là, vous allez assister aux présentations de thèse de 5 jeunes brillants, pour la plupart lauréats du prix de thèse CNANO 2022. Donc, moi, Maëva, la seule chose que je vais avoir en commun du coup avec ces jeunes brillants, c'est un peu de stress en m'adressant à vous. Du coup, moi, je vais vous demander vraiment de bien les accueillir en les applaudissant très très fort pour marquer votre soutien. Et le premier doctorant, pas le moindre, du coup, ça va être Florent, qui nous vient de Montréal. Donc Florent, je ne vais pas gêner tes collègues canadiens en faisant leur accent. Je vais juste me contenter de te teaser en disant ceci, que ce soir, tu viens nous parler de nanoplastique, cette fameuse pollution au plastique dont on peut voir les traces dans nos eaux, souterraines ou bouteilles d'eau. Bonjour. Côté environnement, les nanoplastiques posent problème. En effet, ces nanoplastiques proviennent de l'altération des déchets plastiques et ces déchets se comptent en millions de tonnes dans l'environnement. De plus, une particule millimétrique d'environ 1 gramme peut produire jusqu'à plusieurs milliards de nanoplastiques. À côté du nombre, leur petite taille, inférieure à 1000 nanomètres, soit 1 millième de millimètre, leur permet d'avoir une grande disponibilité aux organismes vivants, du plancton à la baleine en passant par nous. Cette disponibilité pourrait permettre aux nanoplastiques d'être en plus des vecteurs de contaminants contenus dans ces nanoplastiques ou à leur surface. Cependant, le problème avec les nanoplastiques, c'est qu'il est très compliqué de les collecter dans l'environnement pour les étudier. De ce fait, les scientifiques utilisent des nanoplastiques modèles, comme présenté au-dessus. Ces nanoplastiques sont peu représentatifs des nanoplastiques environnementaux. Et ça questionne leur utilisation, premièrement, mais aussi les résultats obtenus pour ces études. Et justement, pour pallier ce problème, dans ma thèse, j'ai proposé un nouveau modèle de nanoplastique plus représentatif. Et j'ai eu l'idée pour ça d'utiliser des plastiques altérés dans l'environnement. Et pour ce faire, des plastiques qui ont été exposés au soleil de manière prolongée. En effet, les rayons UV contenus dans le spectre UV, dans le spectre solaire, eh bien, dégradent les plastiques sur le long terme. Alors, si vous étiez à ma place, où iriez-vous chercher ce type de plastique? Sur la plage? Malheureusement, oui et non, parce que l'abrasion en fait enlève les nanoplastiques de la surface. Alors, j'imagine que vous iriez les chercher dans ce qu'on appelle le 7e continent, ou aussi appelé le vortex de plastique. Ce vortex est situé au nord-est du Pacifique et se compose d'un agglomérat de déchets plastiques flottants. Ces déchets peuvent y rester des dizaines d'années, et donc pendant ce séjour, ils sont exposés au soleil, ce qui altère leurs propriétés de surface et altère leurs propriétés mécaniques. Ce qui a pour conséquence de produire une couche dite d'altération qui, comme mise en évidence sur ces deux photos, avant et après friction, est friable. Et donc j'ai fait le pari dans ma thèse que cette couche d'altération était en mesure de produire des nanoplastiques plus représentatifs. Et ce pari s'est avéré gagnant, car nous avons pu produire des nanoplastiques pour la première fois, et nous avons pu aussi les décrire, ces nanoplastiques réels, pour la première fois. Ces nanoplastiques ouvrent tout un champ de recherche qui permettra à terme de mieux
comprendre, de mieux étudier leur transport dans l'environnement, leurs interactions avec les organismes vivants et aussi leurs risques écotoxicologiques. Pour résumer et pour finir, ce travail qui s'est voulu plus au contact de la réalité, justement, permet d'étudier à présent les nanoplastiques de manière plus réaliste. Merci. Du coup, la prochaine lauréate va s'appeler Salambo Dago. En fait, c'est très marrant. Quand elle m'a envoyé son texte, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est pendant mes études. Un prof nous avait dit un jour, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. En fait, il voulait nous expliquer qu'il existe souvent des frais cachés derrière les services gratuits. Un peu comme la pollution invisible d'un mail ou d'un Teams ou autre outil de visio que vous utilisez beaucoup, je pense, depuis le Covid. Eh bien, dans sa thèse, Salambo va vous parler du coût du traitement de l'information, un coût invisible et pourtant bien réel. Bonsoir. Donc ce soir, effectivement, je vais vous parler de quelque chose omniprésent dans notre vie, l'information. Et on pense souvent que l'information est quelque chose d'abstrait et donc de gratuit. Mais en réalité, cela consomme de l'énergie. Pensez à vos ordinateurs qui utilisent de l'électricité pour traiter de l'information sous la forme de 0 et de 1. Et notre propre cerveau a besoin de nutriments pour fonctionner, comme une voiture va avoir besoin d'essence pour rouler. Et cette consommation énergétique liée au traitement de l'information a des conséquences importantes. Le traitement de l'information sur Internet représente aujourd'hui plus de 10% de la consommation énergétique mondiale. Il est donc grand temps de revenir en 1965, lorsqu'un physicien, Ralph Landauer, que vous voyez ici, a fait une découverte intéressante. Il travaillait pour IBM à l'époque et il a prédit que le coût énergétique de l'information aurait une limite basse, physique et fondamentale. En d'autres termes, quelle que soit la technique de codage utilisée, toute opération irréversible telle que l'écriture ou l'effacement d'une information coûtera au moins 10 puissance moins 25 kWh. Donc cela va vous paraître dérisoire et vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi concrètement nous sommes concernés par la limite de Landauer. Eh bien, si nous continuons selon les progrès technologiques actuels, les ordinateurs atteindront cette limite basse fondamentale d'ici les 30 prochaines années. En d'autres termes, dans 30 ans, si nous voulons encore réduire la consommation énergétique de nos ordinateurs, il nous faudra défier les lois de la physique fondamentale. C'est pourquoi les scientifiques, et moi en partie dans ma thèse, devons commencer à enquêter sur cette limite de Landauer. C'est ce que j'ai fait dans le cas idéal d'un encodage de l'information sans perte énergétique superflue. Pour cela, j'ai utilisé un micro-levier dont la position, basse ou haute, venait encoder 0 ou 1 d'un bit d'information. J'ai ainsi créé un micro-ordinateur ou un transistor. Il y a maintenant 2 stratégies pour venir minimiser la consommation énergétique de ce micro-ordinateur. La première consiste à procéder très lentement, comme on viendrait ralentir une voiture pour économiser du carburant. C'est ce que j'ai fait et j'ai montré que je pouvais réduire la consommation énergétique de ce micro-ordinateur jusqu'à la limite basse de Landauer, ce qui me place ici sur le graphique. Ensuite, je me suis tournée vers la deuxième stratégie qui consiste à supprimer toutes les sources de pertes énergétiques superflues. Cela peut être réalisé par exemple en enlevant l'air qui frotte contre la voiture et la ralentit. C'est ce que j'ai fait également, j'ai enlevé l'air autour de mon micro-levier et je l'ai manipulé dans le vide. Ce faisant, j'ai réussi à procéder à des opérations très rapides tout en minimisant la surconsommation énergétique de mon micro-ordinateur. Bon, au final, mon microsystème constitue à ce jour le calculateur classique le plus économe et le plus rapide. Il suffirait donc d'en mettre 18 milliards côte à côte et vous aurez le meilleur ordinateur du monde. Bon, en attendant que vous ou moi fassiez ça, vous savez désormais pourquoi traiter de l'information coûte de l'énergie et comment travailler à le rendre plus économe. Je vous remercie. Donc là, le lauréat qui va intervenir, ça va être Nicolas Dalloz. Certains l'auront peut-être vu à la douane, parce que oui, la douane se l'arrache, parce que c'est la personne qui va nous sauver de tous les faussaires, donc les Nick Caffrey, les Arsène Lupin du monde, grâce à son travail de thèse. Donc Nicolas, à toi de jouer.
Bonsoir à tous. Votre carte d'identité ou votre passeport peut vous permettre de faire plein de choses. Peut vous permettre de voyager, bien sûr, mais aussi d'ouvrir un compte en banque ou d'aller chercher un colis. Tout ça est possible parce que ce passeport est très difficile à copier et qu'il est aussi très facile de prouver que c'est votre passeport et que c'est un vrai. Tout ça est permis grâce aux éléments de sécurité qui ont beaucoup évolué ces dernières années. On est passé en 200 ans du sceau du roi sur un simple laissez-passer à des hologrammes et des puces électroniques dans les passeports les plus récents. Mais en même temps, le problème, c'est que les faussaires, l'attirail des faussaires a beaucoup évolué aussi. Les imprimantes et les scanners permettent de reproduire la plupart des documents de façon plutôt fidèle. Les puces électroniques peuvent être piratées et ne sont pas forcément vérifiées lors des contrôles. Les éléments de sécurité qui restent infalsifiables sont de plus en plus rares et de plus en plus complexes. Et il est de moins en moins facile aux non-experts de les vérifier. En étudiant des nanoparticules de métal, des particules de la taille d'un virus, on a découvert un effet visuel novateur. Un effet visuel novateur. Ces particules, lorsqu'elles sont irradiées avec un laser, grossissent, se réorganisent et s'alignent et créent des couleurs qui varient en fonction des conditions d'observation. C'est un effet qui se rapproche d'un effet observé depuis l'Antiquité. Par exemple, sur la coupe qui est visible derrière moi, quand elle est éclairée avec une lumière qui vient de l'extérieur, elle a une couleur verte. Donc vous voyez la moitié de la coupe ici. Et quand elle est éclairée par une source de lumière qui est placée à l'intérieur de cette coupe, elle prend une couleur rouge. Avec nos nanoparticules, c'est la même chose. Lorsqu'on les observe en réflexion comme un imprimé classique, elles ont une certaine couleur. Et quand on les observe par transparence devant une source lumineuse, elles vont avoir une couleur complètement différente. La nouveauté ici, c'est qu'on les inscrit avec un laser. Et en variant les paramètres de ce laser, on peut créer une palette de plus d'1 million de nanostructures qui vont avoir des couleurs différentes dans les différents modes. Parmi ces combinaisons de couleurs, avec un algorithme que j'ai développé, on est capable de trouver les combinaisons de couleurs qui permettent de reproduire à la fois une image qu'on va voir dans un des modes d'observation et une autre image complètement différente dans un autre mode d'observation. Ici, par exemple, sur cette lame de verre, j'ai réalisé une inscription qui permet de voir une image de perroquet en réflexion et une autre image de phare en transmission qu'on peut voir ici par le miroir qui est placé derrière la lame. Les deux images ayant été inscrites par le même laser et sur le même matériau au même endroit, elles sont complètement intriquées et il est impossible de modifier l'image des perroquets sans détériorer l'image du phare et inversement, impossible de modifier l'image du phare sans modifier l'image des perroquets. Les documents d'identité qui seront inscrits avec cette technique seront donc infalsifiables et votre identité est bien protégée. Merci. Et ben, du coup, juste là, on va accueillir Nathan. Alors Nathan, c'est très marrant. Moi, je regarde souvent les Marvel et j'ai commencé à avoir des sérieux complexes sur mes capacités mentales en voyant Iron Man toujours à parler avec son intelligence artificielle. Et grâce à Nathan, je suis rassurée. En fait, notre cerveau est bien plus performant. Je te laisse nous le prouver. Bonjour. Alors, ces derniers temps, vous avez sûrement beaucoup entendu parler de ChatGPT, cette intelligence artificielle qui peut répondre aux questions. Ou encore peut-être de DALL-E ou de ChatGPT qui peuvent générer des images. Mais derrière toutes ces avancées dans le domaine de l'IA, se cachent aussi des machines très puissantes et donc qui consomment beaucoup d'énergie. Par exemple, pour entraîner ChatGPT à répondre aux questions, il a fallu utiliser un serveur comportant 10 000 ordinateurs connectés ensemble. On peut donc imaginer la consommation d'énergie que cela représente. Le cerveau humain, lui, consomme à peine autant qu'une seule ampoule électrique. Et pourtant,
Il peut résoudre des problèmes qui sont souvent bien plus complexes que ces fameux algorithmes d'intelligence artificielle. Pour réduire la consommation d'énergie de l'IA, on peut donc s'inspirer du cerveau pour créer un nouveau type de puce électronique qui consomme moins d'énergie. Cependant, créer des réseaux de neurones électroniques comporte plusieurs défis majeurs. Tout d'abord, il y a la taille. En effet, pour faire de l'IA, ces réseaux comportent souvent des centaines de millions de neurones. Et ensuite, il y a le problème de la connectivité. Chaque neurone doit être connecté avec des centaines, voire avec des milliers de neurones. Et c'est ce défi que j'ai voulu relever pendant ma thèse. Pour créer des neurones artificiels, je me suis servi de nano-objets électroniques qui sont basés sur des matériaux magnétiques. Ce sont donc des nano-aimants, et ils ont plein de propriétés intéressantes. Déjà, tout comme des neurones biologiques, ils peuvent apprendre, réagir à l'information ou s'adapter. Mais en plus, ils ont aussi la capacité de pouvoir émettre ou de pouvoir recevoir des ondes radio. Pour faire communiquer les neurones entre eux, au lieu de les connecter avec des milliers et des milliers de fils électriques, je me suis donc servi des ondes radio qu'ils émettent. Cependant, ce que l'on veut éviter à tout prix avec ces ondes radio, c'est que tous les neurones communiquent ensemble au même moment et qu'à la fin, on ne sache plus comment diriger l'information dans le réseau. Pour résoudre ce problème, j'ai donc assigné une adresse différente à chaque neurone en me servant des fréquences qu'ils émettent. Vous savez, c'est un peu comme quand deux personnes veulent parler ensemble avec des talkie-walkie. On va d'abord commencer par régler la fréquence de son talkie-walkie sur la fréquence du talkie-walkie de l'autre personne. Durant ma thèse, j'ai donc réglé les fréquences de tous ces nano-objets afin de les faire communiquer entre eux. Mais pour réaliser ça, j'ai d'abord commencé par mesurer les propriétés électroniques et magnétiques de ces nano-objets en me servant d'aimants et de circuits électroniques. Puis, j'ai démontré que l'on pouvait connecter plusieurs neurones entre eux, faits avec ces nano-objets, grâce à leurs ondes radio. Ensuite, pour réaliser une démonstration à large échelle, j'ai créé une simulation numérique par ordinateur comportant des millions de ces nano-objets. Et pour finir, j'ai réglé les fréquences de ces nano-objets afin de diriger l'information dans le réseau. Et cela a permis au réseau d'apprendre à reconnaître des images. En conclusion, ces travaux nous montrent qu'en utilisant des ondes radio pour faire communiquer des nano-objets, on peut créer des réseaux de neurones électroniques extrêmement denses. Et par la suite, j'ai l'espoir que cela permettra de créer une nouvelle génération de puces électroniques inspirées du cerveau, à la fois intelligentes, mais aussi à faible consommation d'énergie. Merci. Du coup, le dernier, là, c'est avec Benoît. Donc Benoît, il est arrivé au débeauté. Un grand merci à toi. Voilà, merci, quelqu'un a compris. Non, Benoît, il est arrivé au débeauté, donc un grand merci à toi pour remplacer Asma. Et Benoît, en fait, il a fait MT 180 hier soir. Donc il est prêt, normalement, à vous éblouir. Pour moi, c'est un peu l'artificier des nanosciences. Il va bercer votre cœur, j'espère, et vos yeux, de plein de petites lumières. Je te laisse expliquer pourquoi. Je vous rassure tout de suite, j'ai perdu. Vous êtes assis au coin du feu. Un feu qui brûle, un feu qui brille, un feu qui vous réchauffe. Et cela principalement grâce à la lumière qu'il rayonne. Il s'agit là d'un exemple concret d'interaction entre la matière, votre corps qui se réchauffe, et la lumière, celle qui provient du feu. C'est elle qui vous transfère de l'énergie. Mais c'est quoi la lumière? La lumière, pour un physicien, c'est une onde électromagnétique. C'est-à-dire qu'elle transfère l'énergie via deux composantes, le champ électrique, celui qui dresse vos cheveux sur la tête, et le champ magnétique, celui qui oriente vos pas lorsque vous êtes perdu en forêt, grâce à la boussole, évidemment. Or, il se trouve que la matière du monde qui nous entoure peut capter l'énergie de cette lumière. En pratique, aujourd'hui, elle ne le ferait qu'avec le champ électrique. Mais en théorie, elle pourrait aussi le faire avec le champ magnétique. Comment on le démontre alors expérimentalement? On peut voir la lumière comme un couple de danseurs. Il y a Hector, le champ électrique, et il y a Maël, le champ magnétique. Les deux dansent ensemble, et les pas de l'un influencent les pas de l'autre dans l'espace et dans le temps. Pour résumer, chaque rayon lumineux qui arrive dans votre œil, c'est un couple qui danse une valse serrée, où il est impossible de distinguer Maël d'Hector. Sauf que si je veux étudier comment Maël danse, il faut que je la sépare d'Hector. Et pour cela, la réponse, elle se trouve dans le monde de l'infiniment petit, dans le monde des nanosciences. Ici, je pense, je simule et je fabrique des pistes de danse dont je peux choisir la forme, la géométrie et le matériau. L'objectif de ces pistes de danse, c'est d'imposer une chorégraphie et des emplacements distincts pour chacun de ces danseurs. Je vais faire en sorte, par exemple, que Maël danse au centre et que Hector reste sur les côtés. Et la piste de danse parfaite, je l'ai trouvée. Il s'agit
d'un petit disque d'aluminium. Petit car, pour vous donner un ordre de grandeur, la taille de ce disque par rapport à 1 mètre, c'est la taille d'une fourmi par rapport à toute la France. Et une fois que j'ai réussi à trouver et fabriquer cette piste de danse, j'y envoie swinger la lumière dessus et j'observe ce qu'il se passe. À l'exemple de votre corps qui ressent la chaleur du feu, j'utilise des nanoparticules de matière. Ce sont des petites ampoules qui peuvent se mettre à briller, et j'en ai 2 différentes. La première, elle est sensible à la présence d'Hector. Je la prends, je la fais passer sur la piste de danse, et je note les endroits où elle brille. La deuxième, elle est en théorie sensible à la présence de Maël. Je la prends, et je fais de même. Le résultat, il est derrière moi. Vous avez 2 cartographies différentes, une pour Hector et une pour Maël. Vous pouvez le voir, elles sont bien différentes, elles sont bien distinctes. Cela veut donc bien dire que ma piste de danse a réussi à séparer mon couple de danseurs. Et en plus de ça, Maël, en bas, danse seul, au centre de la piste de danse. Cela veut donc bien dire qu'à cet endroit-là, la matière a réussi à capter l'énergie du champ magnétique de la lumière. Bienvenue aux recherches fondamentales. Pour être honnête, je ne sais pas si cette recherche va révolutionner la technologie des 20 prochaines années. Par contre, je sais qu'elle est sûrement une étape essentielle pour la recherche de demain et d'après-demain. Ici, en appliquant la démarche scientifique, j'ai réussi à rendre visible l'invisible de cette lumière omniprésente et je participe ainsi à l'aventure simple de la curiosité qu'est la recherche fondamentale. Merci. Je vais arrêter de faire des cafouillages de slides, donc c'est déjà pas mal. Et on a nos membres du jury qui vont partir en loge pour essayer déjà d'élire un premier lauréat des nanopitch. Et vous, quand j'aurai mis la bonne slide, et je vais le faire cette fois, vous allez pouvoir élire un autre lauréat ou une autre lauréate pour ces nanopitch. Ça va? Ça va pas être trop difficile? On va voir, c'est très bien. Ok. Allez, bon courage. Et on va vous laisser en pause musicale avec un groupe 100% pictavien. Alia, du coup, merci à eux. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sourd, pas sourd. La scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi. Extra lucide quand tu es sûr. La scène, la scène, la scène. Extravagante quand l'ange est sûr. La scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. C'est moi. Je ne sais. Eh bien, le jury a fini de délibérer. Le jury, c'est qui? C'est Isabelle Sagne, qui est là. C'est Laura. Non, parce que je lui ai fait une petite blague en coulisses en disant, je dirais, Isabelle a quelque chose à vous dire, alors qu'elle ne voulait pas. Il y a Laurent Vernis, qui est juste là. Il y a Anaïs, pictavienne. Laurent Poitevine. Non, je ne sais pas qui est cette personne. Elle dira peut-être si vous lui parlez en stand. Il y a Milena Poitevine. Merci. Merci. Et Arnaud, pictavien ou poitevin? D'adoption, 2 cœurs, il a choisi. Du coup, je vais vous laisser annoncer le gagnant pour vous, en tout cas, scientifique, de ces premiers nanopitch du CNANO. Bon, mais bonsoir à tous. On m'entend pas, je sais plus. Bonsoir à tous. Alors en fait, effectivement, c'est les premiers nanopitch du CNANO et en fait, on voulait vous féliciter en fait d'avoir joué le jeu parce que c'est pas simple, à mon avis, de raconter sa thèse en 3 minutes. On devrait tous le faire en fait, tous les chercheurs, tous les ingénieurs, on devrait tous apprendre à raconter notre métier
en 180 secondes. Alors, je remets le prix maintenant tout de suite ou... Alors, pas de suspense. Donc, on va faire monter sur scène, sur le prix du jury, Salambo Dago. Et en fait, on te remercie énormément parce qu'on a enfin compris ce qu'était l'encodage sans perte. Moi, j'ai découvert la limite Landauer de 1965. Et je pense qu'en fait, on a à peu près compris les 0 et les 1 juste en faisant ça. Bravo. Rebonsoir Poitiers. Merci du coup au jury pour le prix du jury. Effectivement, je pense que c'est à la fois très intéressant pour nous, j'espère un peu pour vous, de résumer nos travaux en 3 minutes. Ça nous force à nous souvenir un peu aussi de pourquoi on fait ça de base, pourquoi on a accroché sur ce sujet. Donc c'était un plaisir de le faire et encore merci pour l'organisation. Et tant mieux si vous avez compris les 0 et les 1 et la limite de Landauer. Et il y a le deuxième prix, du coup, votre prix. Eh bien, c'est quelqu'un que vous connaissez bien et que vous allez apprendre à connaître sur les stands peut-être. C'est Asma. Et c'est toi, Benoît. Bravo. Et merci. Je voulais un papier. Non, c'est pas toi. C'est à vous qu'il faut que je m'adresse parce que c'est vous qui avez voté pour moi. Merci, j'espère que ça vous a plu. Moi honnêtement, parler de ma thèse en 3 minutes, j'ai pas du tout aimé le format. C'est super compliqué, c'est super dense, on n'a pas le temps, ça nous stresse, c'est hyper compliqué. Vous avez peut-être vu que j'étais un peu... moi ce que je préfère c'est l'interaction, c'est ça que j'aime bien. Mais en tout cas, pour tous les doctorants, les stagiaires, je sais qu'il y a ma stagiaire quelque part dans la salle, je vous invite vraiment à tous participer à cet exercice de vulgarisation. Je pense que la place du chercheur dans nos sociétés, elle a encore à être prouvée, à être appliquée, augmenter les salaires des doctorants, des chercheurs, mais ça on peut en parler une autre fois, mais c'est pas grave. Et donc voilà, je vous invite vraiment à participer à ça. J'ai juste un dernier mot pour les gens qui nous ont beaucoup aidés. Voilà. C'était pour ça. Alors moi, je vais en tout cas appeler certaines... Enfin, je vais pas les appeler, mais je leur fais un gros coucou, ceux qui sont tout là-haut, en régie, qui se sont cassés la tête aujourd'hui, hier et avant-hier, pour nous aider. Donc merci beaucoup. Et je laisse Corinne remercier tous les autres qui nous ont aidés tout au long de ces derniers mois à organiser le congrès. Alors, il y a quand même eu un petit coaching des gens qui ont présenté ma thèse en 180 secondes. Et donc, on va appeler des coachs. Yves, Elisabeth, Gilles, voilà. Et Maëva, bien sûr, aussi. Donc, ils ont beaucoup œuvré pour préparer nos lauréats et qu'ils soient... performants devant vous ce soir. Ils ont beaucoup donné de leur temps. Et ça a pas mal tchatché, en fait. Il y a eu, je ne sais pas combien de messages, des vidéos et tout. Donc, bravo et merci pour cet investissement. C'était un vrai plaisir de travailler avec vous. Et puis, en plus, je crois que les coachs sont très contents aussi des retours que vous avez pu leur faire. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va appeler tous les lauréats pour faire une petite photo de famille. Thank you.